Il est exactement 7 heures sur l'ensemble du réseau synchronisé de Zik FM, Charantagay, Biraïm, les bons réveils matinaux. Les titres de cette édition: un Sénégalais mort assassiné en Côte d'Ivoire, le dénommé Souleymane Diallo a été tué par balle dans un commissariat de police. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a instruit l'ambassadeur et le consul général du Sénégal en Côte d'Ivoire de tout mettre en œuvre pour que la lumière soit faite sur cette affaire au relent de bavure policière. Le duel fratricide entre Mankeur Ndiaye et Souleymane Jules Diop, finalement arbitré par le chef de l'État. Le président de la République a décidé de supprimer le secrétariat des Sénégalais de l'extérieur, la structure que dirigeait Souleymane Jules Diop, qui hérite du secrétariat en charge du plan d'urgence de développement communautaire PUDC. Une promotion qui n'en est pas une, nous dit Pape Cheikh Silla. Et puis en politique, mercredi de tous les dangers, l'opposition regroupée autour du FPDR et du PDS entend tenir sa marche de ce jour, et ce malgré l'interdiction du préfet. À suivre la page des sports comme tous les matins avec Lamine Gueye, la revue de la presse de Fabrice Nguema en fin d'édition. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue, l'actualité sur Zik FM. Encore un Sénégalais qui perd la vie à l'étranger. Souleymane Diallo, il a été tué par balle dans un commissariat de police en Côte d'Ivoire. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, il était en détention à la police du 4e arrondissement de Treichville, mais aucune idée sur les circonstances de son décès. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Mankeur Ndiaye, a instruit l'ambassadeur et le consul général du Sénégal en Côte d'Ivoire de tout mettre en œuvre pour que l'auteur du meurtre soit arrêté et sévèrement puni conformément aux lois ivoiriennes, selon un communiqué qui nous est parvenu. Parlons toujours de ces Sénégalais qui étaient dirigés, ceux de l'étranger, par Souleymane Jules Diop, jusqu'ici secrétaire d'État chargé aux Sénégalais de l'extérieur. Un secrétariat qui n'existe plus, puisque Souleymane Jules Diop a été nommé hier secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du suivi du plan d'urgence de développement communautaire PUDC à la faveur d'un léger réaménagement du gouvernement. Souleymane Jules Diop était jusque-là secrétaire d'État au Sénégalais de l'extérieur, rattaché au ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Ce secrétariat donc n'existe plus dans l'architecture gouvernementale. Les enseignements d'une promotion qui n'en est pas une, au fond, dans un papier signé par Chassila. À défaut de régler le cas Souleymane Jules Diop, Macky Sall déplace le problème à Mankeur Ndiaye et au département des Affaires étrangères du Sénégal. Le chef de l'État débarrasse d'un collaborateur qui souvent prend trop de liberté. Souleymane Jules Diop reste secrétaire d'État, mais auprès du Premier ministre. Désormais, il est chargé du suivi du PUDC, en simple, le plan d'urgence de développement communautaire qui vise à contribuer à l'amélioration de l'accès des populations rurales aux services sociaux de base à travers la mise en place d'infrastructures socio-économiques. Difficile de parler de promotion pour Jules Diop, mais comment ne pas remarquer qu'il quitte, mine de rien, un département ministériel pour la primature, avec à la clé un programme qui pèse plus de 100 milliards de francs CFA, soit près de 198 millions de dollars américains au PNUD des Nations Unies. Promotion alors, pas tout à fait, en ce sens que c'est Mankeur Ndiaye qui est surtout ici renforcé par son patron Macky Sall dans cette histoire de leadership finalement qui l'aura opposé à Jules Diop devant le grand public avec l'affaire Tamsir Faye du nom de ce consul du Sénégal à Marseille, interpellé pour exhibitionnisme par la police française comme toile de fond. Pas de promotion parce que également au PUDC, Jules Diop est encore loin d'un pouvoir souleymanesque. Il va devoir cohabiter avec Cheikh Diop, le directeur national du programme, au cadre de son État qui, pour exister aux côtés du très ambitieux secrétaire d'État, ne va certainement pas tarder, lui également, à sortir de sa planque. Nous parlons politique, je vous le disais en titre, le PDS et le Front patriotique pour la défense de la République comptent tenir leur marche de ce mercredi, malgré un arrêté du préfet venu l'interdire. Omar Sarr et ses camarades comptent braver cette interdiction et donnent rendez-vous aux militants à venir manifester pour faire, entre autres, libérer Karim Wade. Compte rendu de Salif Kebessa. Le Front patriotique pour la défense de la République compte bien tenir sa marche, même si un arrêté du préfet de Dakar l'a déjà interdit. Nous ne l'acceptons pas et pour montrer bien que nous ne l'acceptons pas, je vais le déchirer.
Oumar Sarr et ses amis pensent que les motifs brandis par le préfet pour interdire cette marche ne sont pas fondés et ils se disent prêts à faire face aux forces de l'ordre. Remise en cause du principe de l'indépendance de la justice sur un dossier pendant devant une juridiction. Le deuxième motif, risque d'entrave à la libre circulation des personnes et des biens sur un axe routier stratégique. Donc si nous entravons, nous allons être punis, chacun de notre sévérité, comme on dirait. Devant une foule venue des différents coins de Dakar et composée pour la plupart de militants du PDS, d'autres ont pris la parole à sa suite pour montrer toute la détermination qu'ils ont à braver l'interdiction du préfet. Nous connaissons Macky Sall assez et nous ne lui voulons aucun mal. Mais s'il ne change pas, il sera responsable de tout ce qui pourrait arriver. Le Front patriotique compte alors bien mener la bataille pour faire libérer Karim Wade et amener le président Macky Sall à changer sa façon de gouverner le Sénégal. Le reste de l'actualité, toujours en politique, le coordonnateur du Front patriotique pour la défense de la République se dit déterminé à poursuivre la lutte avec ou sans la libération de Karim Wade. Selon lui, cette libération n'est qu'un point de leur plateforme revendicative. Membre du Diop de Croix, il est avec Salif Kébé. Si Karim est libre, la lutte continuera parce que Karim n'est qu'un point dans la revendication globale de l'opposition. Et si Karim n'est pas libéré, évidemment, la lutte continuera pour sa libération et pour la satisfaction des autres points de revendication. Et puis, en plus bref, sachez que Mamadou Lamine Massali compte porter plainte contre l'État du Sénégal dès ce mercredi pour l'avoir fait emprisonner sans motif valable. Le jeune responsable libéral va même réclamer 10 milliards de francs CFA pour dommages et intérêts. Vous suivez le journal sur Zik FM. Anne Belair, les habitants du quartier Anne Yarar sont dans le désarroi et pour cause. Leur environnement est pollué à cause d'un canal d'eau usée de l'Office national pour l'assainissement du Sénégal, ONAS, qui déverse dans l'océan, mais l'exécutoire ou l'exutoire du canal se trouve juste dans leur quartier. Ils l'ont même fermé du côté de la municipalité de Anne Belair. On dénonce cette situation. C'est un reportage de Younous Abaldé. Cette eau usée provient d'un canal de l'Office national pour l'assainissement du Sénégal. Hier, les populations de Anne Yarar ont vécu une nuit pénible à cause des odeurs nauséabondes amères. Elles ont fermé l'exécutoire du canal. Cette eau usée-là peut engendrer des conséquences désastreuses. Quand il ouvre le canal, personne ne peut respirer. Et hier, c'était le même cas. En outre, les jeunes dénoncent fermement le mutisme du directeur de l'ONAS. Nous avons décidé de le fermer. Si à jamais il le rouvrit, nous allons durcir le ton. Parce que nous allons accepter d'être des agneaux du sacrifice. Le maire de la commune de Anne Belair dénonce également cette situation. Babacar Mbeng dit ne pas comprendre qu'au moment où l'Office national pour l'assainissement du Sénégal gère le projet de dépollution de la baie de Anne, il pollue parallèlement la baie. Je suis meurtri en tant que maire de voir que, en fait, nous n'avons pas la bonne information. Et nous ne pouvons que déplorer cela. Aujourd'hui, à ce stade d'avancement, je crois qu'il y a lieu qu'on se retrouve assez rapidement pour une séance d'explication et qu'on nous explique exactement ce qui se passe, qu'on ait des assurances, qu'on nous dise effectivement c'est quelle eau qu'il y a dans ce canal. Du côté de la municipalité, c'est l'impasse totale face à cette situation, d'où la détermination des jeunes à aller jusqu'au bout dans le combat qu'ils mènent pour qu'une solution soit trouvée. Anne Belair, Younous Abaldé, Zik FM. Younous Abaldé, les canaux à ciel ouvert, les égouts sans couvercle, un véritable danger pour les populations. À la Gueule Tapée, c'est dans la proche périphérie de Dakar, les populations s'en plaignent et indexent les autorités. Plusieurs cas d'accidents ont été notés. Reportage Goronaclo. L'hivernage, une période à problème pour certains quartiers. À la Gueule Tapée, les égouts d'évacuation des eaux de pluie constituent un réel danger pour ces populations qui s'en plaignent. Mamadou Gaye et Mam Dembambeng. Nous délaissons quoi? Vraiment, on nous a délaissés. On est très fatigués de vivre avec ces dangers car s'il pleut, on est inondé. Les égouts sont ouverts et on a beau avertir la mairie, mais elle n'a rien fait. Ces égouts constituent un véritable danger car les aveugles et les enfants peuvent y tomber. Il y a d'énormes problèmes, on n'y peut rien. Les habitants de la Gueule Tapée accusent l'autorité municipale d'être à l'origine de ces dangers. Surtout, on a tout sauf un maire. La Gueule Tapée n'a pas de maire car on ne le voit jamais. Vraiment, c'est déplorable. Nous voulons de l'aide car après la pluie, il ne fait pas le beau temps à la Gueule Tapée.
Une situation qui ne laisse pas indifférente ces populations qui invitent les autorités à réagir. Il n'y a pas de suivi et en tant que citoyen, on ne peut que prévenir. Ces égouts d'évacuation des eaux de pluie et eaux usées ouverts, un danger dont population et autorités municipales se rejettent la responsabilité. À côté de ce danger, il y a celui des poteaux électriques qui hantent le sommet des populations à Cambérène 2. Beaucoup de poteaux dans cette localité prennent feu quand il pleut, tout près du danger, surtout dans cette période de pluie. Les habitants s'inquiètent et demandent des mesures d'urgence de peur que le pire n'arrive encore une fois. Zara et Dara. À Cambérène 2, nombreux sont les poteaux électriques qui prennent feu quand il pleut. Dès l'entente de la pluie, ces populations ne dorment plus à cause du danger qui est tout près. Des Fatoulam. Ma maison est tout près. Avant-hier nuit, le poteau a pris feu. La Sénélec était dans les parages, mais n'avait pas d'extincteur. C'est un chauffeur de clando qui a pris le sien pour l'éteindre. Une partie de ce poteau est cramée et ce sont les populations elles-mêmes qui l'ont scotché. Je vends ici, mais les enfants ne touchent les fils souvent fausses. Pourtant, ils appellent la Sénélec quand les poteaux commencent à sortir des étincelles, mais sans succès. Mon garçon a appelé, personne n'a décroché. Une situation permanente en banlieue qui n'a pas encore fini de faire des dégâts. Mère Khoudia Touré. J'ai vraiment peur de l'électricité. D'ailleurs, elle a électrocuté un adolescent au marché poisson. Or, il venait de réussir son examen. Conscient du danger, ces habitants demandent aux autorités de la commune d'en faire une priorité, surtout la Sénélec qui doit venir au secours de ces populations. Cambérène, Zahra Aïdara, Zik FM. Nous parlons toujours de l'hivernage avec les autorités administratives de la ville de Guédiawaye qui sont en croisade contre le paludisme et les maladies diarrhéiques. 50 relais communautaires sont en renforcement de capacité à l'hôpital Roi-Baudouin de Guédiawaye. C'est pour sensibiliser les populations surtout en cette période d'hivernage sur les pathologies précitées, y compris la maladie à virus Ebola, car selon le préfet de Guédiawaye, la banlieue est une zone à forte concentration humaine. Cette formation des relais communautaires est une initiative du service d'hygiène de Guédiawaye. Je vous propose d'écouter le préfet de Guédiawaye, Jean-Baptiste Colli, où il s'entretient avec Mamoudou Fofana. La brigade d'hygiène de Guédiawaye a déjà proposé un plan d'action. Et dans le plan d'action, il y a la formation des relais communautaires. Nous comptons sur eux justement pour que la lutte entamée contre le paludisme soit couronnée de succès dans le département de Guédiawaye. Vous savez que le Sénégal, il y a un net recul du paludisme. Donc nous voulons que ce recul au niveau national soit ressenti dans le département de Guédiawaye. En ce qui concerne le virus Ebola, les mesures d'hygiène prises jusque-là soient maintenues et d'ailleurs renforcées. Les maladies diarrhéiques, c'est la même chose. Nous sommes en période hivernale. Il y a beaucoup de risques, donc il y a lieu de les informer, de sensibiliser les parents pour que ces maladies ne prospèrent pas dans le département de Guédiawaye. Parlons de tout à fait autre chose. Éducation. Les mauvais résultats du baccalauréat et autres examens et de l'entière responsabilité des autorités. Selon le SAEMS-QSEMS, face à la presse hier, ce syndicat accuse le gouvernement d'être responsable de ces résultats catastrophiques. Le SAEMS déplore également le mutisme des médiateurs qui sont restés un peu trop silencieux depuis lors. D'ailleurs, ils invitent le gouvernement au respect des engagements au risque de s'exposer à des perturbations dès la rentrée prochaine. Compte rendu à la Sainte-Valde. Vous aurez le Wolof bien entendu dans notre édition de 8h. Retour au français avec cette conférence de presse du SAEMS-QSEMS qui menace déjà des perturbations dès la prochaine rentrée des classes. Compte rendu à la Sainte-Valde. SAEMS-QSEMS rend pour responsable le gouvernement des mauvais résultats enregistrés aussi bien au bac que le BFM de cette année. Selon eux, le réaménagement du calendrier comme fait par le ministre de l'Éducation serait à l'origine de ces mauvais résultats. Mamadou Lamine Dianté. Réaménagement antipédagogique. Et cela, nous l'avons dénoncé à l'époque et aujourd'hui les résultats malheureusement nous donnent raison. La preuve c'est que aussi bien dans le public que dans le privé, les résultats ont été catastrophiques. Pourquoi dans le privé? Parce que les élèves ont eu à désapprendre en ce temps, à force de vouloir les faire attendre. Et dans le public, les élèves sont
arrivés extrêmement fatigués à l'examen, au point qu'ils avaient perdu la plupart de leurs capacités. Le CUSEMS accuse par la même occasion les médiateurs d'avoir torpillé la lutte des enseignants. Mais le professeur Iba Der Thiam, et là, le conseil économique et environnemental, ay député, Imam Mbaye Niang, bien que député la imam la, Moustapha Diakhaté, ñu ne ñu na ngeen nangul gouvernement bi lu leen wax bu loolu wéyee lépp loo xam ne ñun war nañ ko def pour gouvernement bi respecter ay engagement dañ ko def loolu passé que léegi gisuñu leen dégguñu leen kenn mu leen jot téléphone. Les syndicalistes ont décidé d'aller en alliance pour que dès la rentrée prochaine la lutte soit enclenchée, car pour eux l'heure est au respect des accords et rien d'autre. Fadwa Buldez Alassane Baldé, Zik FM. Nous parlons toujours éducation avec cette bataille autour de la paternité du cadre unitaire du syndicat des enseignants du moyen secondaire CUSEMS, bataille qui oppose Dame Mbodj et Abdoulaye Ndoye, qui va bientôt connaître son épilogue. L'affaire est entre les mains du juge des référés qui a décidé de bloquer le compte bancaire du CUSEMS depuis 7 mois déjà, en attendant que l'affaire soit tirée au clair. Dame Mbodj, secrétaire général de l'autre tendance du CUSEMS, a dit détenir, lui, la légitimité, si l'on se réfère aux textes selon lesquels le bureau devrait être renouvelé chaque année, ce que lui dénie Abdoulaye Ndoye. Reportage sur la Mariam Gueye. Le contentieux qui oppose Abdoulaye Ndoye à Dame Mbodj remonte à 2012 lors d'un congrès. Il s'agissait de renouveler les instances du cadre unitaire des syndicats des enseignants du moyen secondaire, d'où est née la bataille sur la paternité du CUSEMS. Dame Mbodj est le secrétaire général d'un des CUSEMS. Vous avez une forte majorité à Dakar et les textes disaient qu'il fallait passer par des renouvellements au niveau régional pour pouvoir accéder aux élections du secrétariat général. Ils ont voulu manipuler les textes du syndicat. Nous avons refusé. En 2013, le même scénario s'est reproduit. Donc c'est notre bureau qui est légitime conformément au texte du syndicat. L'affaire est donc entre les mains du juge des référés qui a pris la décision de bloquer le compte bancaire du syndicat. Le juge des référés les avait débutés à l'époque. Ils avaient donc fait appel, parce que c'est un jugement en appel qui vient de tomber le jeudi dernier. À 16h, le juge des référés a confirmé la décision de la première instance qui consiste à bloquer les comptes du syndicat. Nous ne sommes pas satisfaits parce que nous avons la majorité. Dame Mbodj déplore, lui, l'immixtion du ministère de l'Intérieur dans ce contentieux. Parce que le ministre de l'Intérieur a voulu appuyer le camp d'Abdoulaye Ndoye en leur donnant un cutis. Ce n'est pas au ministre de l'Intérieur de trancher un contentieux. Quand on est dans un contentieux, ce sont les cours des tribunaux qui tranchent. Et ce n'est pas acceptable. Et nous lançons un appel à ce régime pour qu'ils comprennent que nous ne sommes pas dans une république bananière. Abdoulaye Ndoye, qui est le secrétaire général de l'autre CUSEMS, n'est pas disponible pour le moment pour donner sa version des faits. Et puis les agents du conseil départemental de Matam sont très remontés contre les autorités et menacent d'aller en grève dans les prochains jours et réclament leur arriéré de salaire. Depuis déjà 18 jours, ils n'ont pas perçu leur salaire du mois de juillet dernier. Correspondance Mamadou Petiba. Les travailleurs du conseil départemental de Matam sont en colère. Ils réclament leurs arriérés de salaire. Babacar Kassé alias Dondé est leur porte-parole. On est le 18 août. On n'a pas encore perçu nos salaires du mois de juillet. On nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour le conseil départemental au trésor. Et là, c'est un problème. Le budget qu'on leur avait alloué est terminé. Ils avaient reçu 139 millions de fonds de dotation. Au moment de recevoir ces 130 millions, ils devaient au trésor 91 millions. La dette a été épongée. On a perçu 3 à 4 mois de salaire. Aujourd'hui, on dit qu'il n'y a plus d'argent. Nous lançons un appel à l'État, à toutes les autorités pour que ce problème soit définitivement réglé. Parce que c'est des pères de famille, c'est des mères de famille, on dépend de nos salaires. Si on ne les a pas, ça pose problème. Si la situation ne s'améliore pas d'ici lundi, il menace d'aller en grève. Babacar Kassé. D'ici lundi prochain, si les salaires ne tombent pas, les agents du conseil départemental de Matam, nous serons obligés d'aller en grève. Si le conseil départemental peine à payer régulièrement les salaires, c'est sans doute dû en grande partie au nombre pléthorique de ces agents. Ils sont en effet 117 agents décisionnaires à travailler au sein du conseil départemental de Matam. Petiba, Matam, Zik FM. Bon, de Petiba, en plus bref, les chauffeurs de taxi de la ville de Saint-Louis ont manifesté leur colère hier après avoir refusé de payer les patentes et autres taxes liées aux droits de stationnement et bloqué la circulation à l'entrée du pont Fédère. Plusieurs d'entre eux ainsi que leur président Dame Diagne ont été arrêtés par les forces de l'ordre après ces affrontements. Une situation qui vient ainsi compliquer davantage ce secteur qui, depuis plusieurs semaines déjà, enregistre de nombreuses perturbations. Des défis énormes attendent encore la Direction générale des impôts et domaines malgré ses performances.
enregistré au niveau de la fiscalité. Selon le ministre de l'économie et des finances, Amadou Ba, a rendu hier après-midi visite au travers des impôts et domaines. Accompagné par le ministre du budget, ils ont eu des échanges directs avec les employés. Et c'est lors de cette rencontre que la Direction générale des impôts et domaines annoncé être dans un processus de transformation des titres précaires en titres fonciers de zones telles que Médina, Pikine, Guédiawaye sont ciblées. Les populations de ces localités sont appelées à venir gratuitement changer leur permis d'occuper en titre foncier définitif. Les explications du directeur du DGID, Cher Tiyanba, il est avec Lady Miller. Nous sommes dans un processus de transformation des titres précaires en titres fonciers. Donc nous avons ciblé des zones comme la Médina où les populations n'avaient pas de titres fonciers, les titres étaient précaires, c'était des autorisations d'occuper. Aujourd'hui nous sommes dans une campagne de communication. Si vous allez dans ces zones-là, nous avons mis des stands et nous parlons aux populations pour leur demander de venir à la DGD. Nous avons mis en place des guichets pour leur permettre de transformer leurs titres en titres fonciers définitifs. Pikine, Guédiawaye et Médina. Actu-Sport. À présent, la page des sports dans ce studio pour nous présenter ce journal. Lamine Gueye, bienvenue, bonjour. Bonjour Birahim, bonjour à tous. Nous démarrons avec l'Afro-Basket 2015, coup d'envoi aujourd'hui à Tunis. Oui, les choses sérieuses démarrent avec la Tunisie qui sera chez elle et l'Angola qui remet en titre son trophée qu'il voudra encore garder, c'est sûr. Il y a aussi un jeu au-delà du titre des places à prendre pour les Jeux Olympiques de Rio 2016. Au programme de ce premier jour de compétition, déjà 4 rencontres et c'est le groupe C qui ouvre les hostilités avec à 11h30 Égypte-Gabon. 14h, le Nigeria sera opposé à la Centrafrique et puis à 16h, un alléchant Mali-Cameroun de la poule C. 20h, on suivra les grands débuts de la Tunisie devant son public. Ce sera face à l'Ouganda. Alors le Sénégal, lui, entre en lice demain, ce sera face au Maroc. Oui, demain jeudi à 20h face au Lion de l'Atlas qui reste quand même un adversaire pas très coriace pour l'équipe de Cheikh Sarr qui doit débuter cette compétition sans doute. Cela passe par une victoire mais également par une maîtrise collective, seul gage d'un parcours qui puisse permettre aux Lions d'enterrer ses 18 ans de disette et de ramener ce trophée devant de grosses équipes quand même comme la Tunisie qui aura l'avantage de son public ou encore l'Angola, le champion en titre et bien d'autres qui peuvent créer la surprise. Les Angolais qui partagent le même groupe avec le Sénégal, débute également demain face au Mozambique, ce sera à partir de 15h. Chez nous, on joue la finale du championnat chez les dames. Oui, une finale des playoffs dames entre Saint-Louisiens, on peut le dire, puisque c'est l'UGB qui rencontre le Saint-Louis Basket Club ce soir à Marius Ndiaye. Une première pour les étudiantes face à un Saint-Louis Basket presque abonné. À cette finale, naturellement, les autorités municipales de la vieille ville ne pouvaient pas rester insensibles à cette finale qui honore leur localité. Ces autorités ont remis 500 000 francs à chaque équipe, des équipements, des t-shirts pour les supporters qui seront transportés en Suisse, des billets. Les autorités ont quand même appelé au fair play et à la sportivité. Maintenant, sur le terrain, l'UGB, c'est vrai, joue là peut-être sa première finale en dames, mais va jouer sa chance à fond. Comme l'a fait savoir le coach, il s'appelle Ibrahim Gaye, il est ici avec Aïcha Kama. On va aborder cette finale avec beaucoup de sérénité, mais en considérant ce match comme les autres matchs, tout en se disant ce que les gens ont l'habitude de dire, qu'une finale est une fête. Mais moi je crois que c'est après la finale qu'on doit faire la fête. Donc on va défendre grandement nos chances, dans la mesure où nous savons que le Saint-Louis Basket est favori, comme on a eu à le faire contre Duc en demi-finale. On va essayer de le faire contre le Saint-Louis Basket Club. Et qu'est-ce qui sera déterminant de nous face au Saint-Louis Basket Club? La rigueur dans le jeu, beaucoup de concentration. Si les filles respectent les consignes de mai comme elles ont eu à le faire contre Duc, on va faire un bon match. Malgré que l'équipe de l'UGB est une équipe jeune qui vient de jouer une finale,
Mais moi, j'ai eu à jouer plusieurs finales. Il y a 2 à 3 filles qui ont joué des finales aussi avec le Saint-Louis Basket Club. Donc maintenant, on a essayé tant soit peu de créer une stimulant entre celles qui ont eu à jouer des finales et les nouvelles. Oui, elles nous ont gagné à 5 reprises. Mais demain, c'est une finale. Ce ne sera pas la même chose. Ce sera vraiment pas la même chose. Parce que une finale 100% Saint-Louisien, moi je crois que cela montre que au niveau de Saint-Louis, les gens travaillent au niveau de la petite catégorie. La coupe ira à l'UGB, Inch'Allah. Voilà. Oui. On verra. Je voulais vous faire entendre peut-être une réplique du côté de Saint-Louis Basket Club. Favori de cette finale. Elas Diop, l'entraîneur, on l'écoute toujours avec Aïssa Kamara. Une grande satisfaction pour tous Saint-Louis. Aujourd'hui, on retrouve 2 équipes saint-louisiennes. Déjà, c'est une victoire pour tous Saint-Louis, pour le basketball saint-louisien, parce que c'est certain que la coupe va venir à Saint-Louis. Maintenant, la compétition aussi, c'est la compétition. Nous, on s'était fixé comme objectif cette saison, tout faire pour remporter le championnat, parce que depuis 5 ans, on a pu gagner le championnat. Maintenant, c'est un objectif, donc on va se battre et tout donner pour remporter la finale. C'est préparer sur le plan psychologique, sur le plan physique et tactique. Donc je pense que les joueurs sont prêts pour discuter rapidement cette finale-là. Là, je dirais que ça dépendra du contexte du match. On ne sait pas encore c'est quel aspect on peut s'appesantir pour pouvoir remporter ce match. Maintenant, on s'est préparé sur tous les plans. Moi, je dis qu'on connaît l'équipe. L'équipe aussi nous connaît, ce qui fait que ce ne sera pas un match facile. L'UGB, c'est sa première finale. Nous, on est des habitués de finale, mais bon, on avait perdu ces dernières années. Ce qui dit que ce ne sera pas un match facile. Maintenant, les stratégies, on ne va pas les dévoiler, mais je pense que on attend la réaction de l'UGB au premier quart-temps pour voir sur quel aspect on va beaucoup plus insister pour remporter ce match-là. Voilà, alors nous parlons de l'IAF. Lamine Diack passe le témoin à Sébastien Coé. Oui, notre compatriote Lamine Diack, resté 16 ans à la tête de l'IAF, la Fédération internationale, mérite bien un repos après donc une brillante carrière. Il a été remplacé ce matin même par le Britannique Sébastien Coé, qui a finalement battu sans surprise l'Ukrainien Sergei Budka par 115 voix contre 92. Coé a donc remporté ce qu'il a lui-même appelé la dernière course de sa vie. Il faut le savoir, il était athlète, double champion olympique du 1500 mètres et 8 fois recordman du monde en individuel. Donc c'est lui qui avait obtenu les Jeux olympiques de 2012 au détriment de Paris. Compétition dont il fut d'ailleurs le président du comité d'organisation. Et nous terminons avec la Ligue des champions en football en Europe, la suite des barrages allés ce soir. Oui, en attraction le match Valence-Monaco, à suivre également d'autres rencontres comme Corse, Dynamo Zagreb, Rapid de Vienne, Shakhtar Donetsk ou FC Bâle, Maccabi Tel Aviv et puis le Celtic Glasgow qui joue Malmö. On saluait hier la belle victoire de United de 3-1 sur le FC Bruges avec un Memphis extraordinaire. Merci à vous, Lamine Gueye.